Comment expliquer ces inégalités en termes de réussite scolaire? Ici, on s'intéressera tout d'abord au capital culturel et aux investissements dits familiaux. Pour rappel, le capital culturel, c'est une notion de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu définissant ce capital culturel comme un ensemble de connaissances en matière de culture dite savante, mais également un ensemble de dispositions. Que sont ces dispositions? Il s'agit ici de manières d'agir, de parler, de ressentir, et cet ensemble à la fois de connaissances comme de dispositions vont contribuer à définir la position sociale d'une personne. Pierre Bourdieu rajoute que le capital culturel des personnes issues d'un milieu dit favorisé est beaucoup plus ajusté et beaucoup plus en adéquation avec la culture scolaire, ce qui va provoquer, ce qui va conduire à une inégalité des chances. En effet, un enfant issu d'un milieu favorisé, issu d'un milieu bourgeois, par le simple fait de baigner dans son milieu social, baigner dans sa famille, va acquérir progressivement un ensemble de références, un ensemble de pratiques qui vont lui permettre d'être adapté au contexte scolaire et de s'y sentir, d'y être valorisé. En effet, les parents, par le fait d'emmener l'enfant au musée, mais également de lire des histoires à l'enfant très tôt, de l'inciter à écrire très vite, mais également en l'incitant à parler devant des personnes lors de dîners, etc., etc. Ces familles vont permettre à l'enfant progressivement d'acquérir des capacités à écrire, à argumenter, à l'écrit comme à l'oral, en effet, en se tenant d'une certaine manière lorsqu'il s'adresse à l'oral, mais également en posant sa voix. De la même façon, cet enfant va pouvoir montrer ses connaissances, montrer qu'il a acquis des connaissances dans le domaine culturel, dans le domaine littéraire, dans le domaine artistique, en plaçant des petites références, des romans, des œuvres d'art, etc., etc. Eh bien, tous ces apprentissages vont lui permettre d'obtenir des résultats intéressants dans le cadre scolaire. Alors, Pierre Bourdieu critique néanmoins le fait que l'école traite de la même façon tous les élèves. Pierre Bourdieu dit que l'école est indifférente aux différences. En effet, elle prétend que tous les élèves partent avec le même bagage et qu'il dépend seulement de leurs efforts le fait qu'ils puissent obtenir ou non tel ou tel diplôme. Bourdieu rajoute que l'école va définir comme étant talentueux les individus, les jeunes issus des milieux favorisés. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent ce fameux capital culturel. Or, ces jeunes ont obtenu ce capital culturel sans réaliser d'efforts par le fait de baigner dans leur milieu. Ils ne méritent pas plus que les jeunes issus d'un milieu populaire. Ils ont acquis ce capital culturel par osmose avec leur milieu d'origine. De la même façon, Pierre Bourdieu critique le fait que l'école considère la culture, le capital culturel des individus issus d'un milieu bourgeois comme étant supérieur, comme étant légitime, comme étant celui que tout le monde doit obtenir, et ce de manière arbitraire. L'école réalise des choix entre ce qu'il faut savoir faire, ce qu'il faut connaître, et ce qu'il faut laisser de côté, voilà, qui n'est pas tout simplement souhaitable en termes d'apprentissage. Alors, on peut prendre des exemples. Il peut par exemple être utile à l'école d'avoir lu Shakespeare. Alors, citation par exemple, nous savons ce que nous sommes, nous ne savons pas ce que nous pouvons être. De la même façon, il peut être intéressant pour briller dans le cadre scolaire d'avoir des connaissances en matière d'art. Par exemple, ici, celle de Kandinsky. Alors voilà, Shakespeare, Kandinsky, deux références importantes pour pouvoir briller en soirée, pour pouvoir montrer que vous avez un capital culturel issu voilà, des familles favorisées, en tout cas un capital culturel légitime qui vous permettra de vous distinguer.
A contrario, l'école laisse de côté un certain nombre de connaissances, de références, de manière arbitraire. On peut penser par exemple à la vie de Maradona, que l'on peut connaître en détail sans être valorisé au sein de l'univers scolaire. De la même façon, tout un tas de mangas comme One Piece et son univers ne sont pas valorisés à l'école. Ou encore, on peut penser au jardinage, ou encore au fait de réaliser de la couture, de la broderie, ou encore des personnages au crochet qui ne restent pas pour autant moins magnifiques, sublimes et très créatifs. Si l'école prétend ainsi être une institution véhiculant de la méritocratie, de l'égalité des chances, Bourdieu explique qu'en fait, l'école ne fait que transformer, je cite, ceux qui héritent en ceux qui méritent. Ceux qui héritent de quoi? Ceux qui héritent d'un capital culturel. Et pourquoi en ceux qui méritent? Car elle va permettre à ceux qui héritent de ce capital culturel d'obtenir des diplômes et d'accéder à des positions sociales élevées. Et ainsi, l'école prétend que l'accès à ces diplômes et à ces positions sociales élevées est forcément lié à un mérite personnel supérieur à ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors, le problème ici, c'est que l'école va légitimer les inégalités sociales et légitimer la reproduction des inégalités, la reproduction sociale, c'est-à-dire le fait qu'un individu issu d'un milieu favorisé reste dans ce milieu favorisé une fois adulte, et à contrario, qu'un individu né dans un milieu populaire reste dans ce milieu dit populaire. L'école légitime cette reproduction sociale car elle prétend que le fait d'obtenir un diplôme est seulement une question de mérite, est seulement une question d'effort personnel, et que celui qui obtient un diplôme et donc une position élevée le doit à son mérite. A contrario, elle prétend que la personne qui n'obtient pas de diplôme et qui donc ne peut pas obtenir de position élevée, qui rejoint donc les catégories populaires, le doit à son absence de mérite. Les individus acceptant le fait que tout n'est une question simplement de mérite, d'effort personnel, vont accepter cette reproduction sociale, vont accepter leur sort s'ils rejoignent les catégories plus populaires plutôt que les catégories bourgeoises, en considérant qu'ils n'ont pas réalisé les efforts nécessaires, qu'ils n'ont pas fourni ces efforts demandés. Néanmoins, on sait bien, grâce à Pierre Bourdieu, que tout n'est pas qu'une question d'effort personnel, tout n'est pas qu'une question de mérite, mais qu'en réalité, il y a bien une question de capital culturel et que tout le monde ne part pas à égalité face aux exigences de l'école. Certains ont acquis beaucoup d'exigences vis-à-vis de l'école lorsqu'ils rentrent dans l'univers scolaire, alors que d'autres partent vraiment avec une énorme longueur de retard, ce qui va alors rendre très très compliqué, mais pas impossible bien sûr, la tâche de réussir à l'école et donc ensuite d'obtenir le diplôme permettant d'accéder aux positions les plus élevées. Alors, cette transmission du capital culturel est intrinsèquement liée aux investissements familiaux. Ces investissements familiaux, ce sont des actions intentionnelles menées par les familles et notamment par les parents afin de transmettre à l'enfant un capital culturel qui favorise sa réussite scolaire. Ces investissements familiaux sont fortement menés dans les familles favorisées, dans les familles bourgeoises, et ce, dans le cadre par exemple du foyer, en incitant l'enfant à lire, à s'exprimer d'une certaine façon. De la même façon, hors du foyer, les parents vont emmener l'enfant au musée ou encore, lors des voyages, visiter des sites historiques, des lieux culturels, etc., etc. Ces familles favorisées et bourgeoises peuvent en plus s'appuyer sur leur capital économique pour transmettre ce capital culturel. Ils peuvent payer des cours particuliers à l'enfant ou encore lui faire profiter de stages à l'étranger qui vont alimenter son capital culturel. Néanmoins, ce capital culturel peut aussi être transmis dans les familles plus populaires, ce qui va expliquer ce qu'on nomme les réussites dites atypiques ou les réussites dites improbables.
En effet, des auteurs, comme par exemple Stéphane Beau, ont étudié des familles d'origine algérienne en France et la réussite scolaire permise par les parents, permise par les familles. Pourquoi? Car dans ces familles, les parents, notamment, vont insister sur le travail, l'importance de l'école, vont organiser le temps de l'enfant entre les devoirs et le temps des jeux. De la même façon, ils vont réaliser des lectures auprès de l'enfant, l'emmener à la bibliothèque, etc., etc. Alors que pourtant, oui, bel et bien, ils proviennent d'un milieu plutôt populaire. De la même façon, le capital familial, c'est-à-dire les ressources humaines de la famille, la présence de grands-parents ou encore de frères et sœurs, très important dans le cadre de la famille des Belloumi étudiée par Stéphane Beau, vont expliquer ce capital culturel transmis par les familles populaires. Enfin, mention également qu'un auteur, Bernard Lahire, a pu étudier les différentes causes qui vont pousser ces familles plutôt populaires à transmettre un capital culturel facilitant la réussite scolaire. Bernard Lahire note notamment que ces familles peuvent avoir un goût prononcé pour l'école. Pourquoi? Car les parents ou les grands-parents ont parfois dû arrêter l'école très tôt et sont donc très frustrés car ils auraient aimé continuer. De la même façon, cette volonté de réussir à l'école pour leurs enfants peut être liée à un projet migratoire pour les familles immigrées qui souhaitent que l'enfant réussisse scolairement puis surtout professionnellement, et c'était là bel et bien la cause de la migration, non seulement pour eux mais aussi pour leur descendance. Enfin, le fait que des familles puissent être insérées dans des réseaux politiques, associatifs ou religieux, peuvent développer des compétences d'un point de vue culturel qui seront intéressantes à transmettre pour l'enfant. Alors, comme on a pu l'évoquer précédemment, l'école, oui, a bel et bien un rôle concernant les inégalités de réussite scolaire. Un auteur, David Guilbault, note que l'école véhicule en réalité une illusion démocratique. Pourquoi? Eh bien, pour David Guilbault, l'école prétend que tout n'est qu'une question de mérite et d'effort personnel. Que de ces mérites et efforts personnels dépendra l'accès à telle ou telle note, l'accès à tel ou tel diplôme, et donc l'accès à telle ou telle position sociale. Et que donc toutes les positions sociales sont accessibles si l'individu fournit les efforts nécessaires. Néanmoins, on sait bien, depuis les écrits de Pierre Bourdieu, que si l'école traite de la même façon tous les élèves, qu'elle leur transmet à tous les mêmes connaissances, et bien qu'en réalité, les notes vont valider, vont sanctionner l'acquisition de savoir et de savoir-faire qui ont lieu certes à l'école, mais aussi et surtout dans le cadre de la famille, via le capital culturel transmis par la famille. En somme, la note que j'obtiens dépend certes de mes apprentissages dans le cadre scolaire, mais aussi et surtout de ce que j'ai appris depuis le plus jeune âge dans le cadre familial. Or, note David Guilbault, tout comme Pierre Bourdieu, l'accès aux notes les plus élevées par les enfants favorisés va leur permettre d'obtenir le statut d'élèves méritants, d'élèves qui méritent, qui ont développé les efforts nécessaires. Or, tout n'est pas qu'une question d'effort. Pourquoi? Car ces individus ont pu obtenir des notes élevées, car ils ont baigné dans un milieu social, le milieu bourgeois, qui leur a permis d'acquérir, sans même réaliser d'efforts, certaines connaissances, certains savoir-faire, certains savoir-être, qui également sont propices, favorisent la réussite scolaire. Enfin, ce qui est critiqué, c'est que l'école définit de manière arbitraire ce qui est le mérite. On voit bien, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que l'école considère comme étant plus méritants les individus qui, par exemple, connaissent Shakespeare par rapport aux individus qui peuvent réaliser un super Yoda au crochet. De la même façon, l'école
considère comme étant plus méritants des individus qui font preuve de travail personnel, de rigueur, de structure dans leurs propos et va laisser de côté d'autres valeurs, d'autres qualités qui auraient pu également être récompensées. On peut penser par exemple à l'altruisme ou à la persévérance. De la même façon, l'école va par exemple insister sur la capacité à structurer son propos dans le cadre d'exercices comme par exemple ces superbes dissertations. Néanmoins, pourquoi également ne pas insister sur la dimension de créativité de l'élève? L'élève pouvant également être récompensé par une dimension créative de ses travaux, et voilà, cela pourrait compenser des difficultés pour les élèves qui réussissent moins à structurer leurs propos dans des exercices de type dissertation. Les inégalités de réussite scolaire s'expliquent également par 3 facteurs liés au fonctionnement du système scolaire. Parmi ces effets, on trouve notamment l'effet enseignant. L'effet enseignant, c'est tout simplement la part de la progression des élèves qui est amputable, qui est liée à l'enseignant qui dispense les cours. Alors ici, différents facteurs peuvent jouer sur le résultat des élèves qu'il a à sa charge. On peut penser à sa personnalité, mais également à sa méthode pédagogique, à la manière dont il met en activité les élèves, ou encore à l'ambiance de travail qu'il crée durant ses cours. Autre effet propre au système scolaire, c'est l'effet classe. Ici, on parle tout simplement de l'attitude collective des élèves qui composent la classe en termes de sérieux, de participation, de mise en activité, de comportement, etc., etc. À noter, et c'est très intéressant, que de nombreux résultats montrent bien que c'est en baissant la taille de la classe en termes de nombre d'élèves que les résultats augmentent. Ainsi, on a pu observer que la baisse d'un élève en CE1 pouvait avoir des résultats très intéressants concernant les mathématiques dès la classe de CE2. Enfin, à noter qu'il y a également l'effet établissement. Qu'est-ce que l'effet établissement? C'est le fait que dans un établissement, il doit y avoir un climat apaisé, une relation entre les élèves et les adultes calme, où les règles soient claires et respectées par toutes et tous. Cela peut créer une émulation, un cadre de travail intéressant pour que les élèves puissent chacun progresser et mener à bien leur scolarité. Notons néanmoins qu'ici, concernant à la fois les classes et les établissements, on peut souffrir en France de ce qu'on appelle une certaine ségrégation scolaire, c'est-à-dire que certains établissements concentrent des élèves en difficulté, issus d'origine modeste, quand d'autres établissements, notamment des établissements du privé, concentrent des élèves qui disposent de facilités et qui sont davantage issus de catégories favorisées, qui disposent donc d'un fameux capital culturel. Eh bien, ici, il y aura une inégalité en termes de traitement. Pourquoi? Car les élèves issus des quartiers plutôt favorisés pourront bénéficier d'un suivi par exemple en termes d'orientation, quand les élèves qui sont issus plutôt de quartiers populaires ne pourront pas bénéficier de ce suivi d'orientation. Pourquoi? Eh bien parce que le personnel éducatif, les adultes vont davantage s'intéresser aux problèmes en termes de comportement, aux problèmes également en termes d'absentéisme des élèves et surtout essayer de conserver un suivi régulier de l'élève et non pas se projeter vers l'étape future, celle de l'orientation, par exemple post-bac.